Oral de français, baccalauréat littéraire. Antiquité. 1. Platon. Apologie de Socrate. Criton, Phédon. XVIIe siècle. 2. Descartes. Les méditations métaphysiques. Seconde méditation. 3. Molière. Don Juan. Acte 4, scène 7. 4. Racine. Bérénice. Acte 4, scène 5. 5. Racine. Phèdre. 6. Madame de Lafayette. La princesse de Clèves. Le renoncement définitif. XVIIIe siècle. Sade. Justine ou les infortunes de la vertu. 9. Montesquieu. Les lettres persanes. Comment on peut être persan? 10. Voltaire. Le siècle de Louis XIV. 11. Diderot. Salon de 1761. 12. Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Naissance de la propriété. 13. L'Assemblée nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 19e. 14. Balzac, le père Glorieux. La pension Vauquer. 15. Balzac. Le lys dans la vallée. 16. Stendhal. Le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. 17. Baudelaire. L'Albatros. 18. Flaubert. Madame Bovary, une jeune fille romanesque. 19. Zola, la débâcle. 20. Verlaine, les loups. 21. Hugo, Hernani, acte 3, scène 7. Anouilh. 20e. 22. Malraux, l'espoir. 23. Robe grillée, le nouveau roman. 24. Sartre, les mots, MOTS. 25. Tournier, vendredi ou les limbes du Pacifique, l'explosion. 26. Duras, Moderato cantabile. 27. Duras, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et enfin, 28. Bruna Marco, les chevaux. Balzac, le père Goriot. La pension Vauquer. Naturellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par 2 croisées de la rue, où l'on entre par la porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier, dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies, alternativement mate et luisante. Au milieu se trouve une table ronde au-dessus du marbre Sainte-Anne, décorée de ce cabaret en porcelaine blanche ornée de filets d'or effacés, à demi que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce s'est mal planchéiée et lambrisée à hauteur d'appui. Le surplus des parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de Télémaque
et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les croisées grillées offre aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires, qui se croient supérieurs à leur position en se moquant du dîner auquel la misère les condamne. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours propre, atteste qu'il ne se fait du feu que dans les grandes occasions, et ornée de 2 vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule de marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid. Elle est humide au nez. Elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères cataractes et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces plates horaires, vous le compareriez à la salle à manger qui lui est contiguë. Vous trouveriez ce salon élégant et parfumé, comme doit l'être un boudoir. Cette salle entièrement boisée fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est flanquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des ronds de moirés métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse, à bord bleu, fabriquées à Tournai. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotées qui sert à garder les serviettes, ou fâchées, ou vineuses, de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là, comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Balzac, le lys dans la vallée. Elle était le lys de cette vallée. Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire et semble bondir sous les châteaux posés sur ces doubles collines. Une magnifique coupe d'émeraude au fond, de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpent. À cet aspect, je fus saisi d'un étonnement voluptueux que l'ennui des Landes ou la fatigue du chemin avait préparé. Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, le voici. À cette pensée, je m'appuyai contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens de ma chère vallée. Sous cet arbre confident de mes pensées, je m'interroge sur les changements que j'ai subis pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dernier jour où j'en suis parti. Elle demeurait là, mon cœur ne me trompait point. Le premier castel que je vis, au penchant d'une lande, était son habitation. Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de pergale produisait le point blanc que je remarquais dans ses vignes sous un albergier. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée, où elle croissait pour le ciel en la remplissant d'un parfum et de ses vertus. L'amour infini sans autre aliment qu'un objet à peine entretenu,
de son âme était rempli. Je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lumières de peupliers qui parent de leur dentelle mobile ce val d'amour, par les bois de chêne qui s'avancent entre les vignobles sur des coteaux, que la rivière arrondit toujours différemment, et que ces horizons estampés qui fuient et se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez là par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat de l'aile à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur. La vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnaient une voix à cette vallée frémissante. Les peupliers se balançaient en riant. Pas un nuage au ciel. Les oiseaux chantaient, les cigales criaient. Tout y était mélodie. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Sans la Touraine, peut-être, ne vivrais-je plus, sans savoir pourquoi mes yeux revenaient au point blanc, à la femme qui brillait dans ce vaste jardin, comme, au milieu des buissons verts, éclaterait la clochette d'un convolvulus. Stendhal, le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. Julien était parti pour Verrières. Dans cette route rapide, il ne put écrire à Mathilde comme il y avait le projet. Sa main ne formait sur le papier que des traits illisibles. Il arriva à Verrières un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays, qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Les 3 coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France, et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées, avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée fit trembler le bras de Julien de telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis, se disait-il à lui-même. Physiquement, je ne le puis. » En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête, qui un instant se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la connaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba. Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut que les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Julien se mit à suivre d'un pas assez lent quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme qui voulait fuir plus vite que les autres le poussa rudement. Il tomba. Ses pieds s'étant embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme en grande tenue qui l'arrêtait. Machinalement, Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets.
mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers aux mains, on le laissa seul. La porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite et il y fut insensible. Ma foi, tout est fini, dit-il, tout en revenant à lui. Oui, dans 15 jours la guillotine, ou se tuer d'ici là. Son raisonnement n'était pas plus loin. Il se sentait la tête, comme si elle lui était serrée avec violence. Il regarda pour voir si quelqu'un le tenait. Après quelques instants, il s'endormit profondément. Baudelaire, l'albatros, les fleurs du mal. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huilés, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Flaubert, Madame Bovary, une jeune fille romanesque. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était pendant la semaine quelques résumés d'histoire sainte ou les conférences de l'abbé Frésinus, et le dimanche, des passages du génie du christianisme par récréation. Comme elle écouta, les premières fois, les lamentations sonores des mélancolies romantiques, se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité. Si son enfance se fût écoulée dans l'arrière-boutique d'un quartier marchand, elle se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature, qui d'ordinaire ne nous arrivent que par la traduction des écrivains. Mais elle connaissait trop la campagne. Elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait au contraire vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il fallut qu'elle pût retirer des choses une sorte de profit personnel, et elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur. Étant de tempérament plus sentimental qu'artiste, cherchant des émotions et non des paysages. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant 8 jours travailler à la lingerie, protégée par l'archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution. Elle mangeait au réfectoire à la table des sœurs et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé. Elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres, dans les intervalles de sa besogne. Ce n'était qu'amour, amant,
Amantes, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêt sombre, trouble du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets. Messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on n'en est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois, à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard elle s'éprit des choses historiques, rêva bahut, salle de garde et ménestrel. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage, qui sous le trèfle des ogives passaient leurs jours le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir au fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Elle se laissa glisser dans les méandres lamartiniens, écouta les harpes sur les lacs, tous les chants des cygnes mourants, toutes les chutes des feuilles, les vierges pures qui montent au ciel et la voix de l'Éternel discourront dans les vallons. Émile Zola, la débâcle. Jean, plein d'angoisse, se retourna vers Paris. À cette fin si claire d'un beau dimanche, le soleil oblique, au ras de l'horizon, éclairait la ville, immense d'une ardente lueur rouge. On aurait dit un soleil de sang sur une mer sans bornes. Les vitres des milliers de fenêtres brésillaient comme attisées sous des soufflets invisibles. Les pans des murailles jaunes, les hauts monuments couleur de rouille flambaient, comme le pétillement brusque des feux de fagots dans l'air du soir. Et n'était-ce pas la gerbe finale, le gigantesque bouquet de pourpre, Paris entier, brûlant, ainsi qu'une fascine géante, une antique forêt sèche, s'envolant au ciel d'un coup en un vol de flamèches et d'étincelles. Les incendies continuaient, de grosses fumées rousses montaient toujours, on entendait une rumeur énorme, peut-être les derniers râles des fusillés, peut-être la joie des femmes et le rire des enfants, dînant dehors après une heureuse promenade. Des maisons et des édifices saccagés, des rues éventrées, de tant de ruines et de tant de souffrances. La vie grondait encore au milieu du flamboiement de ce royal coucher d'astres dans lequel Paris achevait de se consumer en braise. En braise. Alors, Jean eut une sensation extraordinaire. Il lui sembla, dans cette lente tombée du jour, au-dessus de cette cité en flammes, qu'une aurore déjà se levait. Verlaine, jadis et naguère, les loups. Parmi l'obscur champ de bataille, rôdant sans bruit sous le ciel noir, les loups obliques font ripaille, c'est plaisir que de les voir. Agiles, les yeux verts, aux pattes souples sur les cadavres mous, gueules vastes et têtes plates, joyeux, hérissaient leurs poils roux. Un roquement rien moins que tendre accompagnait les dents mâchants, et c'est plaisir que de l'entendre, cet osana vil et méchant. Chair entaillée sans qui coule, les héros ont du bon vraiment, la faim repue et la soif saoule, leur doivent bien ce compliment. Mais aussi, soit dit sans reproche, combien de peines et de pas nous a coûté leur seule approche, on ne l'imaginerait pas. Dès que sans pitié ni relâche sonnèrent leurs pas fanfarons, nos cœurs de fauves et de lâches, à la fois gourmands et poltrons,
pressentant la guerre et la proie, pour maintes nuits et pour maints jours, battirent de crainte et de joie à l'unisson de leurs tambours. Quand ils apparurent ensuite tout étincelants de métal, oh, quelle peur et quelle fuite vers la femelle au bois natal. Ils allaient fiers, les jeunes hommes calmes sur leur drapeau flottant, et plus forts que nous le sommes, ils avaient l'air très doux pourtant. Le fer terrible de leurs glaives luisait moins encore que leurs yeux, où la candeur d'Auguste rêve éclatait en regards joyeux. Leurs cheveux que le vent fouette, sur leurs casques battaient, parés aux ailes de quelques mouettes, pâles avec des tons vermeils. Ils chantaient des choses hautaines, ça parlait de libre combat, d'amour, de brisement de chaînes et de mauvais dieux mis à pas. Ils passèrent, quand leur cohorte ne fut plus là-bas comme point bleu. Nous nous arrangeâmes en sorte de les suivre en nous risquant peu. Longtemps, longtemps, rasant la terre, discrets, loin derrière eux, tandis qu'ils allaient au pas militaire, nous marchâmes par en dedans, passant les fleuves à la nage, quand ils avaient rompu les ponts, quelques herbes pour tout carnage, n'avançant que par faible bond, perdant à tout moment haleine. Enfin, une nuit, ces démons campèrent au fond d'une plaine entre des forêts et des monts. Là, nous les guettâmes à l'aise, car ils dormaient pour la plupart. Nos yeux pareils à de la braise brillaient autour de leur rempart. Et le bruit sec de nos dents blanches qu'attendaient des festins si beaux faisait cliqueter dans les branches le bec avide des corbeaux. L'aurore éclata. Une fanfare épouvantable met sur pied la troupe entière qui s'effare. Chacun s'équipe comme ici. Derrière les hautes futaies, nous nous sommes dissimulés, tandis que les prochaines haies cachent les carbeaux affolés. Le soleil qui monte commence à brûler. La terre a frémi. Soudain, une clameur immense a retenti. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est lui, c'est lui. Le sol résonne sur les pâtures des conquérants. Les polémarques en personne vont et viennent le long des rangs. Et les lances et les épées, parmi les plis des étendards, flambent entre les échappées de lumière et ce brouillard. Sur ce, dans ces cours épiques, la jeune bande s'avança, gaie et sereine sous les piques, et la bataille commença. Ah, ce fut une chaude affaire, cris confus, choc d'armes, le tout pendant une journée entière sous l'ardeur rouge d'un ciel d'août. Le soir, silence et calme, à peine un vague moribond tardif, crachant sa douleur et sa haine dans un hoquet définitif. À peine au lointain gris, le triste appel d'un clairon égaré, le couchant d'or et d'améthyste, s'éteint et brunit par degrés. La nuit tombe, voici la lune. Elle cache et montre à moitié sa face hypocrite comme une complice feignant la pitié. Nous autres, qu'un tel souci laisse et laissera toujours très quoi, nous n'avons pas cette faiblesse, car la faim nous chasse du bois. Et nous avons de quoi repaître cet impérial appétit, le champ de bataille sans maître n'étant ni vide ni petit. Oh! Sans plus perdre en phrases vaines, dont quelques sots seraient jaloux, 7 heures de grâces aubaines, buvons et mangeons, nous, les loups! Un petit remerciement à Témoignages et Patrimoine, Salon de Provence, vidéo documentaire, qui permet de faire des DVD concernant un métier, une passion ou un événement lié notamment au patrimoine de la Provence. Images, témoignages et patrimoine. Un remerciement particulier aussi à Art, Communication, Esprit, vidéo documentaire qui travaille de concert avec Témoignages et Patrimoine et qui permet la diffusion sur Internet de ces vidéos. Art, Communication, Esprit, 13300. Vous retrouverez les vidéos de Marco, Art comme ESP, Art, les 3 premières lettres d'Art, comme les 3 premières lettres de Communication, ESP, les 3 premières lettres d'Esprit, accolées à mon prénom, Marco, puisque je suis Marco Bruna. Marco, Art comme ESP, et vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube.
Ainsi, vous trouvez aussi les vidéos sur Dailymotion avec art comme ESP, 3 premières lettres d'art, 3 premières lettres de communication et 3 premières lettres d'esprit sur Dailymotion. Voilà, et pour terminer, peut-être un petit mémo technique pour ceux qui vont passer leur baccalauréat prochainement. De français, bac blanc. 16e siècle, Ronsard, Rabelais, entre autres. N'oublions pas que Rabelais disait qu'on avait 500 ans de retard par rapport à une éducation idéale. Une tête bien pleine, alors qu'il faudrait une tête bien faite. Rabelais. 17e siècle, D, C, P, M. D, Descartes. C, Corneille. P, Pascal. M, Molière. 18e siècle, Montvoldiroux. Montesquieu. Vol, Voltaire. Diderot. Rousseau et les encyclopédistes. 19e siècle, Victor Hugo. Daudet. Alfred de Musset. Stendhal. Balzac. Zola. 20e siècle, Michel Tournier. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Malraux, Camus, bien entendu, et bien d'autres encore. Soyez tranquilles dans vos vies littéraires et appréciez à leur juste valeur ce que l'écriture littéraire nous transmet. Merci de votre écoute, bon visionnage, à bientôt. Merci.